Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard avec les tops et flops du mois de janvier et du coup de début février. Et je vais laisser Nico commencer pour une fois. Parce que pour une fois on va coller à l'actualité cinématographique puisqu'on va parler de The Batman avec Robert Pattinson, donc l'acteur de Twilight qui jouait le vampire. Moi, c'est pas un acteur dont je suis forcément fan, même si en fait, je l'ai pas vu dans autre chose que Twilight et je me suis pas plus intéressé que ça à sa carrière. Mais là, du coup, je l'ai mix d'origine, plus je dirais que dans les films de Nolan. Et enfin moi j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à voir ce film, à retrouver un Batman très torturé, dans lequel on a un Bruce Wayne qui arrive à peine à tenir un rôle de Bruce Wayne, qui n'y arrive même pas complètement, tellement il est bouffé par son persona de Batman. Et on n'a pas du tout le côté playboy, limite schizophrénique qu'on pouvait voir dans les autres films jusqu'à présent. On a juste le mec torturé tout le temps, nuit et jour. Et enfin, voilà, moi je me suis vraiment laissé embarquer dans le film, j'ai beaucoup apprécié. Et il dure quasiment 3 heures. Bah franchement, moi je les ai pas vus passer et je recommande chaudement. Ensuite sur Netflix, on a regardé A Star is Born, donc un film qui est très connu avec Bradley Cooper et Lady Gaga, qu'on n'avait jamais vu ni l'un ni l'autre. Et c'était très bien. C'est une très jolie histoire qui est un peu émouvante quand même. Donc en fait donc le pitch rapidement, donc c'est Bradley Cooper qui est un chanteur folk très connu et au hasard un jour il va dans un bar et Lady Gaga se produit, donc c'est une chanteuse amateur comme ça, et donc il la repère et puis bien sûr il tombe amoureux et elle fait une grande carrière pendant que lui plonge, c'est un peu la descente aux enfers pour lui. Et voilà, c'est une très jolie histoire qui est très bien jouée. Très bien chanté, évidemment. C'est bien écrit aussi, parce qu'à plusieurs moments on se dit tiens, il va y avoir un peu tel rebondissement, un peu téléphoné de scénario, et en fait pas du tout. Alors c'est pas non plus du gros twist, du cliffhanger, enfin voilà, c'est pas un film d'action, je sais pas quoi, mais on est surpris quand même un petit peu par ce qui se passe. C'est pas, ça suit pas forcément une pente complètement naturelle et prévisible, donc on est vraiment pris dans l'histoire et par les émotions que ça véhicule. Bah dis donc, j'aurais pas cru que tu serais aussi dithyrambique sur A Star is Born. Si, c'était pas mal, c'était un petit peu lent par moment, mais franchement, c'était bien. Ensuite, série, Orelsan. Ensuite, on va passer aux séries. Alors, on a regardé, alors en fait, Nico l'avait déjà vu, il pensait pas que ça m'intéresserait, et du coup, moi, je l'ai regardé après lui. Sur Amazon, le documentaire sur Orelsan qui a été réalisé par son frère. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Orelsan, en fait, le principe du documentaire est hyper intéressant, c'est que son frère a commencé à filmer Orelsan avant qu'il soit connu. Et du coup, ils ont des images d'archives qui sont absolument incroyables parce qu'il a tout filmé, quoi, tout le début de sa carrière, et c'est génial, franchement c'est vraiment hyper sympa. Donc le film ne raconte que sa carrière, par contre ça parle pas du tout de sa vie privée, mais on voit, je crois qu'il y a 6 épisodes, un truc comme ça. Je crois, ouais. Et donc on le voit donc avant qu'il soit connu, ensuite à ses débuts et jusqu'à maintenant, et c'est vraiment très intéressant parce qu'aujourd'hui Orelsan il remplit Bercy, mais il s'est pas levé un matin comme ça et hop il a rempli Bercy, quoi. Donc on voit tout le cheminement, les personnes qu'il a rencontrées, qui ont fait changer les choses, quoi, et c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, Nico va vous parler de la série qu'il porte sur lui. Exactement, on va parler de Cobra Kai. Donc Cobra Kai qui est une série sur Netflix que j'avais envie de voir depuis un moment, et puis bon, j'ai fini par trouver le temps pour la regarder. Donc Cobra Kai, en fait, ça raconte la suite des 3 films Karate Kid 1, 2 et 3, avec les mêmes acteurs, 35 ans plus tard. Et donc ça reprend une très grosse partie des castings des 3 films. Après il y a des acteurs qui apparaissent simplement pour une petite intervention, une petite apparition sur quelques épisodes, d'autres qui viennent renforcer le casting au fur et à mesure des séries. Donc je vais pas dire à l'avance qui rejoint la série, mais ça démarre sur la rivalité
entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, donc les deux gamins qui étaient rivaux dans le tournoi du premier Karate Kid. Dans le premier Karate Kid, Johnny est vraiment un bully, une petite brute qui s'en prend à Daniel LaRusso, qui lui va apprendre le karaté auprès d'un vieux mec japonais et qui va à la fin gagner le tournoi contre Johnny Lawrence. Et dans le nouveau film, on voit que les lignes sont plus aussi marquées entre les deux, entre celui qui est... Lequel a des bons sentiments, lequel en a moins, lequel est animé par des intentions pures ou pas. Et donc ça travaille la relation entre les deux, leur parcours de vie respectif 30 ans après. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, de l'action aussi. On se laisse facilement emporter. Il n'est pas indispensable d'avoir vu les films pour apprécier la série, parce qu'en fait c'est truffé de flashbacks qui sont en fait des images des films. Donc quelque part la série raconte au passage et au compte-gouttes les 3 premiers Karate Kid. Et franchement, j'ai adoré, j'ai rigolé, j'ai été ému, j'ai trouvé que les scènes de combat étaient bien. Je vous confirme que Nico a rigolé, je l'entendais glousser devant Netflix à chaque fois qu'il regardait un épisode. Alors, il y a beaucoup de passages humoristiques, notamment sur le fait que Johnny Lawrence c'est resté un mec dans les années 80, donc il faut être badass, il faut être un bonhomme, et des fois il est un petit peu en but à qu'est-ce que c'est que ça, WhatsApp, Facebook, c'est quoi ces conneries, l'inclusivité, le gender fluid, ça veut dire quoi? Enfin, il y a un côté très comique dans le Johnny Lawrence découvre le monde moderne au contact des jeunes qu'il va prendre sous son aile pour en faire ses élèves. Et donc ouais, il y a des ressorts comiques, mais il y a aussi pas mal de rebondissements. Voilà, franchement, j'ai été très 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 diverti. Hein, il y a 4 saisons qui sont sorties jusqu'à présent. J'attends la 5e avec beaucoup d'impatience. Comment t'as spoilé la fin de Karate Kid? Ouais, bah en même temps, tout le monde la connaît, la fin de Karate Kid. Bah non, moi je la connaissais pas. Ouais, bah tu vois l'image de la fin quand Daniel LaRusso là, il gagne en faisant la cigogne. Je crois que cette image-là, tu la revois en flashback dès les 5 premières minutes du premier épisode de la première saison. Donc, Alors ensuite, le point d'orgue de ces top et flop, ce n'est pas Cobra Kai, même s'il n'est pas loin. Qu'on n'avait pas eu la dernière fois. Exactement, c'est l'instant Van Damme, dont on avait été privé la dernière fois. Et donc là, ce mois-ci, nous avons regardé Légionnaire. Donc un des films où Jean-Claude Van Damme est dans l'armée. Il y en a plusieurs comme ça, où il joue un rôle de militaire ou de paramilitaire. Dans Légionnaire, la particularité, c'est qu'il y a très très peu de combats au corps à corps. C'est pas un film de karaté, c'est pas un film de baston, c'est un film sur la Légion étrangère. Alors, un petit peu à la sauce Van Damme, donc avec un scénario qui n'est pas forcément non plus qui est pas dingue, mais quand on s'intéresse un petit peu à la carrière cinématographique de Van Damme, ça fait partie de ces films dans lesquels il voulait amener un objet cinématographique ou une prestation d'acteur qui ne soit pas uniquement basée sur son karaté, et en le regardant avec cet œil-là, il y a quelque chose un petit peu attendrissant. C'est attendrissant. Oui, non mais c'est pas un bon film si tu le prends tout seul stand-alone, mais si tu le replaces dans la carrière de Van Damme, c'est intéressant. C'est pas un bon film tout court. T'es toujours de mauvaise foi quand on parle de Van Damme, non, franchement c'est fatigant. Là je l'avais mis dans les flops, vraiment, parce qu'il y en a que j'ai mis quand même dans les bofs, voire dans les tops. Non, je sais pas si j'ai déjà mis dans les tops, mais au moins dans les bofs. Mais là non, là pour moi c'est un flop. Non mais Double Team tu l'avais mis dans les tops. Hein. Je sais pas, j'ai peut-être mis dans les ça va. On fera une revue, on reverra les vidéos, on vérifiera, tiens. On a des preuves. Ouais. Ensuite, on a 2 flops. Alors, enfin, moi j'ai un flop et on a un autre flop en commun. Il s'agit d'un film que j'ai vu au cinéma qui est Mort sur le Nil. Donc, c'est une histoire d'Hercule Poirot, en fait, hein, Agatha Christie. Et je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était très mal fait. En fait, alors déjà, les effets spéciaux vont pas du tout. Sur très très grand écran au cinéma, c'est trop visible. Je trouve que c'était vraiment pas très bien fait. Et ensuite, sur l'histoire, en fait, les indices sont tellement mis en avant que moi, j'avais deviné qui allait se faire tuer, qui était le meurtrier et quelle était l'intrigue avant même que le meurtre soit commis. Donc, j'ai été franchement déçue. Et bon, voilà, du coup, c'était pas terrible. En plus, l'acteur qui fait Hercule Poirot, qui est censé parler français, avoir un accent français, il est pas du tout francophone.
Donc bon, c'est un petit peu dommage, et il y a plein de choses comme ça dans le film qui vont pas. Moi je me suis vraiment ennuyée, donc bon, voilà. Donc ils ont pris un mec qui est pas francophone et qui du coup fait semblant de parler avec un faux accent français tout pourri. Ouais. Mais c'est souvent le cas. Hein. Oui, mais si c'est le personnage principal et que c'est tout le film, c'est quand même gênant. Tu vois, dans House of Gucci, tous les acteurs, les 6, c'est pas des acteurs qui parlent italien, ils avaient un accent italien en parlant anglais, et c'est un peu ridicule en fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils font ça dans des films que je regarde pas. Oui, mais bon. Et ensuite, l'autre flop, on l'a vu sur Netflix, c'est Big Bug, donc c'est un film de Jean-Pierre Jeunet qui a été fait pour Netflix. Et franchement, le pitch avait l'air sympa, c'est une histoire en fait de prise de pouvoir par les robots, enfin on est dans un monde futuriste où en fait l'homme a plein de robots chez lui, tout ça, et les robots prennent un peu le pouvoir et veulent se débarrasser des hommes. Et puis bah graphiquement en fait c'est du Jean-Pierre Jeunet, donc esthétiquement c'est très sympa, ouais. L'univers du film est vraiment très sympa et tout. Mais alors par contre, l'histoire ça va pas du tout, le scénario il est complètement plat, voilà, bon voilà, c'était pas terrible quoi. Non, c'est dommage, effectivement c'est une très belle promesse visuelle, mais c'est desservi par un scénario et une narration dans laquelle on n'a pas été pris, alors que initialement les visuels, les acteurs, nous on était plutôt partants, on y allait avec un excellent a priori, et en fait on a été progressivement déçus tout au long du film par le scénario et la narration qui étaient plat, quoi. Ça tombait à plat quoi. Au bout d'un moment on baillait un peu, on n'avons pas été divertis malheureusement. Voilà, c'est tout pour nos top et flop de février. Donc, comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop du moment. Et puis, voilà. Regardez Cobra Kai. Dites-nous si vous allez ou si vous avez déjà regardé Cobra Kai. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains top et flop. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.